Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 23 juillet 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 235 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais commencer avec ma prédiction sur la décision de la Banque du Canada qui va être annoncée demain, donc évidemment concernant le taux directeur au Canada. Ensuite, je vous explique sommairement la panne informatique qui a eu lieu vendredi passé et qui a touché des millions de personnes à travers le monde. Donc, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la compagnie qui est responsable de ça. Et je vais finir avec le marché du travail, mais en fait, c'est plus par rapport à une espèce de stratagème plus ou moins légal que présentement les consultants en immigration utilisent pour faire une passe de cash, et c'est en lien avec les travailleurs étrangers qui veulent immigrer au Canada. Donc, je vous dirais que c'est le sujet principal de l'épisode d'aujourd'hui. Et je vais commencer tout de suite avec l'indice des prix à la consommation au Canada qui a augmenté de 2,7% en juin, ce qui est une baisse par rapport à l'IPC du mois de mai. En mai, ça avait monté de 2,9%. Donc, si on regarde l'évolution de l'indice des prix à la consommation depuis le début de l'année, depuis janvier 2024, le taux d'inflation il fluctue entre 2,7 et 2,9%, ce qui se trouve théoriquement à l'intérieur de la fourchette cible de la Banque du Canada. Demain, donc le 24 juillet, c'est là qu'ils vont annoncer leur décision par rapport au taux directeur. Et de mon côté, avec l'IPC en dessous de 3% et le taux de chômage qui a grimpé à 6,4% au Canada, je pense qu'ils peuvent s'appuyer sur ces données-là. Et à ce moment-là, je m'attends à une deuxième baisse de 25 points de base, ce qui amènerait le taux directeur à 4,5% au Canada. Et en ce qui concerne les États-Unis, la rencontre de la Fed, ça va avoir lieu la semaine prochaine, donc mercredi prochain, et c'est là qu'on va savoir si eux autres ils vont annoncer une première coupe de leur côté. Je pense que la coupe va se produire davantage en septembre qu'en juillet, donc ça va être quelque chose à valider. Mais je vous rappelle que le taux directeur aux États-Unis, présentement, il est toujours à 5,5%. Donc si la Réserve fédérale décide de maintenir son taux directeur et que la Banque du Canada effectue une deuxième baisse comme prévu, il y aurait une différence de 1% au niveau des taux directeurs entre le Canada et les États-Unis. Évidemment, ce scénario-là, c'est moins bon pour notre taux de change, c'est-à-dire que ça ferait en sorte que le dollar canadien perdrait de la valeur face au dollar US, et présentement, le taux de change il fluctue il est encore autour de 1,37, donc c'est pas si mal pour le moment. On pourrait s'attendre à ce qu'il se rapproche tranquillement de 1,40. Encore là, ça dépend de la décision de la Fed et de la Banque du Canada. En ce qui concerne la panne informatique qui a eu lieu à l'échelle mondiale, en fait, ce qui est arrivé, c'est que vendredi passé, il y a eu des millions d'utilisateurs qui ont été affectés par la mise à jour d'un logiciel de cybersécurité, une espèce d'antivirus, si vous voulez. Puis en gros, l'update, il était incompatible avec Windows, qui est le système d'exploitation de Microsoft et qui est également le système d'exploitation le plus répandu dans le monde. Et ça a fait en sorte que environ 8,5 millions d'ordinateurs, à ce moment-là, il affichait juste un message d'erreur avec un écran bleu. Il faut savoir que ça, évidemment, ça a causé des interruptions de services dans des banques, dans des aéroports, dans des chaînes de télévision, des hôpitaux, etc. Donc, pas besoin de vous dire que la panne informatique, c'était quand même majeur comme incident. Et la grosse complication avec ça, c'est que malgré le retour en arrière sur la mise à jour qui a été effectuée assez rapidement, même s'ils ont comme annulé l'update, pour régler la problématique au niveau des ordinateurs, il faut les redémarrer manuellement. Donc c'est sûr que pour vous et moi, c'est pas si pire, mais dites-vous que pour certaines grandes entreprises, on parle de milliers d'ordinateurs à resetter à la main, un après l'autre. Donc c'est sûr que c'est pas mal plus long comme processus. Et le responsable de la mise à jour, en fait, c'est la compagnie CrowdStrike qui est présentement
une des compagnies qui est leader dans le secteur de la cybersécurité. Et dites-vous qu'en janvier 2024, CrowdStrike, il comptait 7925 employés. Donc ça, c'est selon leur rapport annuel. Et l'année passée, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 36% par rapport à l'année d'avant. Mais malgré que leur revenu soit justement en forte hausse, ben la compagnie CrowdStrike n'est pas super impressionnante du côté de leur rentabilité, c'est-à-dire que en termes de chiffres, en 2023, ils ont dégagé un mince bénéfice net de 89 millions et dites-vous que c'est leur premier profit annuel depuis leur tout début. Et eux autres, ils ont démarré en 2011. Et bref, pour conclure là-dessus, suite à leur erreur avec la mise à jour qui a causé la panne mondiale de la semaine dernière, ben, le prix des actions de CrowdStrike a droppé d'environ 30%. Donc, en gros, c'est passé de à peu près 340$ par action à 260$. Donc, c'est sûr que c'est une chute qui est quand même considérable du fait qu'il y a eu des répercussions économiques avec ça. Il y a des potentiels de poursuites, etc. Donc, c'est un peu ça qui a causé la panique du côté des investisseurs vis-à-vis CrowdStrike. Mais c'est à voir si dans les prochains jours, cette situation-là va se résorber. Sinon, pour le dernier segment de l'épisode, je vais vous parler d'un phénomène qui a attiré mon attention dernièrement. En fait, j'ai vu passer ça sur YouTube et Reddit, puis j'ai décidé un peu de faire mes propres recherches par rapport à ça. Et grosso modo, il y a du monde qui ont découvert qu'il y avait un stratagème du côté des consultants en immigration qui fait en sorte qu'il y a des compagnies qui engagent des travailleurs étrangers au lieu d'engager des travailleurs canadiens, même si il y a du monde qualifié qui serait prêt à accepter la job. Et tout ça, ça se passe principalement dans les emplois de base, là, communément appelés le cheap labor. Donc, par exemple, on peut penser aux postes dans les fast-foods comme Tim Hortons ou Subway. Et généralement, ce sont les étudiants qui postulent pour ce type d'emploi-là. Mais en ce moment, les employeurs, ils semblent privilégier les travailleurs étrangers. Et je vous explique un peu la mécanique derrière tout ça. Et ça commence avec le programme des travailleurs étrangers temporaires, du fait que le gouvernement fédéral offre aux entreprises d'engager des travailleurs étrangers. Et pour avoir le droit, évidemment, de faire ça, ben, il faut remplir ce qu'on appelle une étude d'impact sur le marché du travail. Et ça, c'est le document officiel qui permet aux employeurs canadiens d'embaucher un travailleur étranger parce que théoriquement, s'il peut faire ça, c'est parce qu'il n'y a aucun travailleur canadien ou résident permanent qui est disponible pour l'emploi. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des consultants en immigration qui font la palette avec le fameux document d'étude d'impact sur le marché du travail. En fait, c'est que présentement, les consultants y aident les entreprises à obtenir leur étude d'impact sur le marché du travail. Et de l'autre côté, les consultants, ben, ils vont charger aux immigrants autour de 15 000 $ en échange d'un emploi au Canada. Et un des stratagèmes qui est mis en place de la part des consultants, c'est que certaines entreprises vont afficher des offres d'emploi pendant 2-3 mois. Et même s'il y a du monde qui applique, ils vont engager personne. En fait, c'est parce que les compagnies n'ont jamais eu l'intention d'engager du monde local. Ils font ça pour avoir droit à l'étude d'impact sur le marché du travail parce que, comme je vous dis, il faut qu'ils démontrent qu'ils ont essayé d'embaucher du monde localement et que ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, l'objectif du consultant en immigration, c'est justement de s'assurer que l'étude soit favorable et qu'elle soit approuvée. Donc, il faut comprendre que les employeurs, eux autres, ils ont tout avantage à opter pour des travailleurs étrangers parce que, d'une part, ben, la main-d'œuvre leur coûte moins cher parce que plus souvent qu'autrement, les immigrants ils vont se contenter du salaire minimum. Et d'autre part, les travailleurs étrangers, ils ne peuvent pas quitter leur emploi demain matin parce que s'ils font ça, s'ils quittent leur job, ben, ils vont perdre leur permis de travail puis ils vont devoir retourner
dans leur pays d'origine. Donc, ça fait en sorte que les employeurs se retrouvent avec des employés au salaire minimum qui sont coincés dans leur job pendant une couple d'années. Donc, en résumé, les consultants en immigration font une passe de cash parce que les immigrants sont prêts à payer 15 000 $ pour obtenir un permis de travail pour une job au salaire minimum. Et une des raisons derrière ça, c'est que avoir un emploi au Canada, ben, ça aide les travailleurs étrangers à obtenir leur résidence permanente au Canada. Ultimement, obtenir un permis de travail, même si c'est pour une job au salaire minimum, c'est une façon pour les immigrants qui ont un peu plus d'argent d'acheter leur citoyenneté canadienne. Demandez-vous pas pourquoi les jeunes ont autant de difficultés à se trouver une job d'été. T'sais, les compagnies préfèrent bien plus engager des travailleurs étrangers au salaire minimum que d'embaucher un étudiant qui va chialer sur sa paye puis qui va retourner à l'école en septembre. Il ne faut pas blâmer les immigrants non plus parce que eux autres aussi, ce sont des victimes là-dedans. C'est-à-dire qu'ils se font vendre le rêve de travailler au Canada. Ils payent 15 000 $ pour se ramasser à faire des cafés chez Tim Hortons. Et là, avec la hausse du coût de la vie puis tout ce qui se passe au Canada, ben, ils se retrouvent dans une situation financière qui est très précaire et avec une mauvaise qualité de vie. Je ne blâme pas non plus les entreprises qui décident d'opter pour ce type de main-d'œuvre-là. Je veux dire, les compagnies sont là pour générer des profits. Puis tu leur donnes la possibilité d'engager des employés à plus faible coût. Ça serait un peu niaiseux de leur part de dire non. Mais on s'entend, reste qu'il y a quand même quelque chose de frauduleux derrière ça, dans le sens que le consultant, lui, s'organise pour aller chercher des travailleurs étrangers parce que ça lui permet de faire de l'argent facile, avec l'histoire d'afficher de fausses offres d'emploi, puis de refuser d'engager des Canadiens pour vendre finalement à 15 000 $ des emplois au salaire minimum à des immigrants. T'sais, pour moi, c'est croche, là. En réalité, encore une fois, je pense que la problématique à part d'en haut, c'est-à-dire que faut blâmer les mesures gouvernementales parce que quand tu mets en place des programmes comme ça qui favorisent l'immigration, qui favorisent les travailleurs étrangers, il y a toujours du monde qui vont essayer de trouver une faille pour s'enrichir avec ça et au final, souvent, ça va affecter négativement le marché. Et le problème, c'est que présentement, le gouvernement il sert de l'immigration pour soutenir la croissance du PIB au Canada. Tu sais, c'est vraiment l'arrivée record d'immigrants, l'explosion de la population dans le pays qui a fait en sorte que, en date d'aujourd'hui, il y a encore une croissance de notre produit intérieur brut parce que si on enlève l'immigration, on serait définitivement dans une récession depuis une couple de trimestres. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé précédemment, du point de vue du PIB par habitant, on constate une décroissance sur plusieurs trimestres consécutifs. Autrement dit, malgré qu'il y a une légère augmentation du PIB, avec tout le nombre de personnes qui sont arrivées dans le pays, notre richesse individuelle est en recul, malgré, comme je vous dis, la hausse artificielle du PIB au Canada. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé l'information pertinente. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.